Bonsoir à tous. C'était important pour moi de m'adresser à vous. Il y a une phase d'une extrême violence qui s'est déroulée ces derniers jours et je pense que j'en suis en partie responsable. Vous avez peut-être vu affleurer sur YouTube et toute une série d'autres dispositifs des vidéos par dizaines me concernant, que ce soit des cartomanciennes, des personnes qui spéculaient sur mon satanisme, sur mon appartenance à la franc-maçonnerie, sur le fait que je serais manipulé par des personnes comme Jacques Attali, essayaient de me décrire comme un infiltré, un mouvement que j'ai soutenu avant même son commencement. Vous pourrez le voir sur le plateau d'Arte la veille de l'acte 1, où j'avais appelé à ce qu'il rompe l'étouffement dans lequel on vivait, en essayant de me faire l'idiot utile de Emmanuel Macron, que j'ai dénoncé pour la première fois sur un post Facebook en 2013, contre lequel je me suis engagé très largement dès cette époque-là, contre lequel j'ai créé un livre que j'ai mis en libre accès avant Crépuscule, qui s'appelle Contre Macron, qui a été édité très tardivement, dès juillet 2017, où je prévenais de risques de dérive autoritaire, enfin de la certitude d'ailleurs d'une dérive autoritaire du régime. Et enfin, avec Crépuscule, qui m'a valu, contrairement à ce que ces personnes qui ont pris le train en vol et qui ne se rendent pas compte des sacrifices que cet ouvrage m'a coûté, énormément coûté, continue de me coûter énormément, notamment de la part de ma classe sociale, qu'une violence inouïe et la découverte de la lâcheté et de l'ignominie de l'homme, l'incapacité de personnes qui se prétendaient des amis, des alliés à prendre un risque pour le défendre, une solitude assez incommensurable qui n'a été compensée que par l'appui que vous m'avez donné. Alors ces personnes ont réussi à instrumentaliser beaucoup d'autres. Et si je disais que j'étais responsable de ce déferlement de violence extraordinaire qui m'a valu des menaces physiques, qui m'a forcé à annuler des engagements que j'avais pris, qui a fait que depuis 2 mois, j'avais mis tout ce que ma vie était de côté pour appuyer ce mouvement et les personnes qui me demandaient de les aider. J'ai dû les annuler du fait des menaces qui étaient émergées de ces espaces-là et, et, et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et donc je me suis écarté parce que je ressentais qu'une énorme violence, non pas seulement d'être traité de tous les noms de la part de ces journalistes et de cette petite caste bourgeoise insupportable dont on connaît évidemment les torts et les travers et la volonté absolue de défendre jusqu'à l'infini le régime qu'elle a aidé à mettre en place, mais aussi de gens plus sincères ou d'apparence plus sincères, que ce soit d'extrême gauche ou d'autres d'extrême droite, d'autres mouvements. Et alors je me suis écarté, j'ai fini par comprendre en fait que j'avais commis une erreur importante qui a déclenché tout ça le jour de l'arrestation d'Assange. Le jour de l'arrestation d'Assange, j'ai répondu de façon précipitée à un entretien que je devais faire à la radio avec André Berkoff sur la radio de Sud Radio de Didier Maisto, qui est quelqu'un d'extrêmement courageux, qui a soutenu le mouvement des Gilets jaunes et leurs revendications avec une force extraordinaire depuis le début du mouvement. Et j'étais harassé, j'ai dû répondre à 100 journalistes en 6 heures pour expliquer quelle était la situation de mon client. Et à ce moment-là, on m'a parlé de Crépuscule et j'ai dit que c'était un outil pour lutter, et j'ai utilisé ces mots, contre les délires complotistes qui touchent, et je disais, qui touchent aux francs-maçons, aux juifs, etc. Et dès le moment que j'ai fait ça, je suis sorti de ce qu'était ma fonction et de ce qui m'a valu votre respect, qui était de pas être dans le jugement, pas être dans une édiction de ce qui devait être pensé, mais au contraire de ce que j'aurais dû continuer à faire, c'est-à-dire donner des outils pour comprendre et pour expliquer ce que j'avais vu de l'intérieur et des outils pour s'émanciper. Or là, j'ai donné une édiction sans expliquer en fait pourquoi la fixation sur la franc-maçonnerie et la judaïté était l'héritière, par exemple, d'une tradition chrétienne dans laquelle la chrétienté était dans recherche d'hégémonie et du coup avait décidé de se battre contre la religion qui l'avait précédée, la religion juive et les organisations qui la menaçaient par la suite, laïques, notamment la franc-maçonnerie. Et que si des personnes comme Soral faisaient des fixations aussi obsessionnelles sur ces questions, au lieu de se rendre compte que ces réseaux, en fait, de la franc-maçonnerie, par exemple, n'avaient
plus beaucoup d'influence dans le monde d'aujourd'hui, qu'en plus ils étaient divisés entre de nombreuses loges et qu'à partir de là, ils permettaient à certains de faire carrière, mais plus du tout d'influencer politiquement le pays. C'était qu'ils s'étaient inspirés de lectures qui étaient marquées en fait par leur temps et qui venaient de périodes qui étaient révolues et dans lesquelles justement la question d'hégémonie chrétienne et notamment catholique était essentielle. Et si des personnes comme Soral ont justement trouvé des alliés chez d'autres personnes qui m'ont attaqué de façon ahurissante et sans aucun fondement, comme Panamza ou autres, qui sont des personnes très proches de certains milieux très réactionnaires musulmans, c'est bien parce que justement, ces deux mouvements religieux, en fait, ont gardé en fait cette obsession qui n'a plus beaucoup d'assises sur le réel aujourd'hui. Ou en tout cas, au lieu de tout simplement présenter ces arguments factuels et d'essayer d'expliquer que de ce que j'avais vu, moi, ces éléments ne jouaient pas un rôle important, j'ai péché par manque d'humilité et j'ai provoqué une réaction en fait immédiate qui a été de sanctions, alors avec beaucoup de personnes qui sont injustifiables, hein, parce que le niveau de violence que j'ai reçu et de bêtises aussi, parce que tout ça évidemment nourrit des réflexes par exemple antisémites complètement insupportables et inacceptables, a été le fruit de ça. Et donc je m'excuse d'avoir manqué dans cette forme de pensée, d'avoir ouvert un fond qui n'était pas nécessaire. Et évidemment, quand on a des personnes comme ceux-là qui ont fait le marché en fait de l'ignorance et de l'absence de compréhension de pourquoi en fait on nous ment de façon récurrente et pourquoi dans l'espace public il y a des trous informationnels que Crépuscule permet de comprendre. Crépuscule permet de comprendre pourquoi ce système oligarchique a fait que, et moi je l'ai découvert avec la réception de Crépuscule, que des journalistes étaient prêts à mentir en fait, tout simplement, prêts à mentir pour défendre leurs intérêts et un régime auquel je pensais vraiment qu'ils seraient capables de se désolidariser par, par honnêteté intellectuelle, tout simplement, par intégrité, dès le moment qu'on leur exposait factuellement les éléments qui sont dans le texte. Donc, quand on ajoute à ça justement le fait que c'est un marché, que c'est des personnes qui gagnent de l'argent à travers ce qu'ils font, et qui donc dépendent de ces éléments, et que ces personnes qui ont une vocation à une radicalité très forte, eh bien, on se retrouve dans une situation où non seulement j'étais agressé par l'espace institutionnel avec un harcèlement médiatique assez extraordinaire où on est allé chercher dans mon comportement d'adolescence, on allait interroger des anciennes petites copines à moi pour savoir comment je me comportais à 18 ans. On est allé chercher des choses que mon père aurait faites ou pas faites sans s'interroger sur l'influence que ça pouvait avoir sur moi. On m'a diffamé de façon extrêmement violente. Et bien, on a ajouté à tout ça cette sorte de violence délirante qui cherchait en fait à rompre ma légitimité pour laquelle je me suis beaucoup battu et surtout une confiance que vous m'avez donnée que j'ai arraché tout simplement par un rapport d'intégrité et encore une fois des sacrifices importants que je revendique et que je n'ai pas peur de revendiquer aujourd'hui après avoir vécu ce que j'ai vécu. Je voudrais vous parler de plusieurs éléments une fois que c'est clarifié et que peut-être en fait les personnes comprendront pourquoi on s'est attaqué à moi sur ces points et pourquoi en fait c'est des points de fixation importants. Je voulais vous parler tout d'abord du 1er mai et de l'échec du 1er mai. Vous le savez, la dernière vidéo que j'ai faite était de façon très solennelle, disait en fait je pense quelque chose qui était véritable, c'était qu'on était à un moment historique, un point de bascule potentiel que l'on a raté. Et que l'on a raté, et ça a été très aigre pour moi de voir que l'on était si nombreux dans les rues de Paris. Si nombreux, si mobilisés, si déterminés. Et comme me l'a dit une personne qui m'a croisé à la fin, place d'Italie, que cette révolution s'était transformée en kermesse. Et cela, il y a une responsabilité, un fait de causalité, et il y a une responsabilité. Et le fait de causalité, c'est tout simplement que les syndicats ont négocié un parcours avec la préfecture qui nous écartait des lieux de pouvoir. Or, cet écart des lieux de pouvoir a fait que nous pouvions être extrêmement nombreux. Dès lors que l'on nous enfermait sur des boulevards qui avaient des très grands tracés, quel que soit notre niveau de détermination, d'une part, nous ne les faisions plus trembler. Or, ça a été la force de ce mouvement jusqu'ici. C'était notre capacité à les faire trembler. Et d'autre part, nous étions pris dans des souricières. Évidemment, cela a été le fruit de la complicité des syndicats avec le pouvoir, leur incapacité à
à s'en distinguer et à imposer un parcours qui nous rapproche de celui qui inquiète les puissants et les bourgeois. Et cela s'inscrit dans une longue série de trahisons que les directions syndicales, notamment la CGT, ont infligées à ce mouvement, qui n'ont pas seulement respecté, mais qui ont contribué à tenter de faire étouffer. Mais au-delà de cette question qui est évidente, et ça me vaut les ires de beaucoup de militants de la base syndicale qui ne se rendent pas compte qu'ils sont au contraire les premiers à être trahis, et non pas les responsables de cette trahison, et que ce n'est pas à eux que l'on s'attaque en disant cela, mais au contraire un appel à les émanciper et à qui se rebellent. Et d'autre part, notre défaillance, parce qu'il faut toujours chercher les défaillances dans nos échecs. Et là où il y a une défaillance extrêmement forte, ça a été dans ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre absence de structuration. Et dès lors qu'en fait on se retrouvait face à un parcours négocié, un pôle politique extrêmement fort, en l'occurrence syndical, qui appelait à manifester quelque part, on s'est trouvé dans l'incapacité de faire contre-ordre et de dire maintenant notre réponse est de manifester partout, sauf là où ils manifesteront. Ça va être de nous disperser dans Paris et de déstabiliser ces pouvoirs-là qui pensaient nous avoir concentrés. Mais puisqu'il n'y a personne pour donner d'instructions, et c'est heureux, nous n'avons pas réussi à faire contrepoids. Et nous avons été coincés, nous avons perdu une chance encore une fois importante, et je pense que la fragilisation de la mobilisation depuis nous démontre. Je pense vraiment qu'il y avait quelque chose à faire. Je pense vraiment qu'il y avait une Bastille à prendre. Que cette Bastille, c'était le palais de justice, et ça le reste. Un lieu que les pouvoirs politiques ont abandonné, un lieu extrêmement symbolique, l'île de la Cité, à quelques pas de Notre-Dame, qu'ils ont abandonné pourquoi? Pour monter une affaire de corruption avec Bouygues, dans le nouveau tribunal de justice qui était construit à Batignolles, qui a coûté plusieurs milliards d'euros, qui était un cadeau qui a été fait par Sarkozy à Bouygues, qui est une laideur absolue, une insulte à la symbolique de notre pouvoir. Et donc ils ont laissé quasiment vide ce lieu-là, au centre de Paris, auquel je vous invite à aller chercher la prochaine fois que vous sentirez que quelque chose sera possible. Parce qu'il y a là, évidemment, encore des policiers, il y a là la cour d'appel encore, la cour de cassation, et il y a là surtout un lieu que nous méritons d'investir. Ce n'est pas le seul lieu qu'il faut aller chercher. Moi, je vous invite, dès la prochaine mobilisation importante à Paris le 25 mai, et je vais faire une déclaration en ce sens, avec Stéphane Espic, qui est quelqu'un qui, depuis 4 mois, tient seul le rond-point des Champs-Élysées, qui mérite que l'on le félicite aujourd'hui, et qui m'a fait venir en garde à vue, qui s'est fait mettre en garde à vue, et m'a fait appeler tout simplement pour me rencontrer. Alors je tiens à souligner l'originalité de la démarche, ça m'était jamais arrivé, et pour me rencontrer non pas par fascination, mais par volonté de construire quelque chose. Et donc c'est quelqu'un qui a eu ce courage-là, qui était de faire des doigts d'honneur à Castaner lorsqu'il rentrait place Beauvau dans sa voiture pour se faire arrêter, pour que l'on puisse mettre en place cette mobilisation. Eh bien, moi je pense que le 25 mai, même si on sera peut-être moins nombreux, je pense qu'il y a un acte symbolique important à faire, et j'espère qu'on sera le plus nombreux possible. Et c'est à vous de décider si vous voulez le faire ce jour-là ou peut-être plus tard, peut-être à la rentrée, peut-être quand vous sentirez que nous serons plus forts, parce qu'encore une fois, je suis pas un leader, je suis pas quelqu'un qui donne l'instruction, je suis juste quelqu'un qui essaie de sentir les dynamiques en force et vous donner, répartir en fait cette chance que vous m'avez donnée, qui fait que je concentre beaucoup de personnes dans mes interventions, et donc je permets à beaucoup de personnes de se réunir. Et c'est très difficile, c'est une responsabilité énorme, et c'est très difficile de la gérer. Et vous voyez bien justement la violence qui s'applique sur moi, et je pense que c'est une forme de contrôle social pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus, pas d'utilisation à ce sujet. Eh bien, il y a 3 lieux supplémentaires, à part le palais de justice, qu'il me semble devoir aller visiter. Je les ai indiqués dans mon dernier poste. Ce sont des lieux où habitent nos oligarques. Ce sont des lieux, des hôtels particuliers à Paris, qui sont protégés par des forces privées, éventuellement par la police lorsqu'il le faut, et que je vous invite à faire voir tout simplement, et pour lesquels je vous invite à manifester devant. Pour une seule raison, ces personnes-là se sont saisies de notre appareil démocratique et de ce qui fait la démocratie d'un pays, c'est-à-dire les médias. En se saisissant du contrôle des médias, ils nous empêchent d'avoir un rapport au système démocratique réel. Ils empêchent que notre vote serve à quelque chose. Donc ces personnes qui ont décidé de faire des médias leur joujou, parce qu'ils ont trop de milliards à dépenser, parce que ces médias leur servent à avoir de l'influence auprès des hommes politiques, à les propulser,
à faire que des personnes comme Emmanuel Macron, sortant du néant, puissent être élus président de la République, eh bien, il faut leur signifier que la citoyenneté est saturée de leur interventionnisme, qu'il n'y a aucune raison au fait qu'ils aient cette influence aujourd'hui. Et alors, tout simplement, la Villa Montmorency, pour la Gardère et Bolloré, la rue Barbet-Jouy, pour Bernard Arnault, la rue d'Andigné, pour Xavier Niel. Attention, ne confondez pas la réplique du Trianon en marbre rose de Xavier Niel de celle de Serge Dassault. Parce que tous les deux, on voit l'originalité et le goût de nos oligarques. Serge Dassault, donc, qui a légué à ses enfants sa fortune depuis qu'il est mort, ont acheté deux répliques du Trianon de Versailles. Donc c'est dire leur fantasme de l'Ancien Régime, mais c'est dire aussi leur capacité à innover et à construire quelque chose de nouveau. Eh bien moi, je propose qu'on fasse une manifestation. À vous de décider quand on la fera. Je mets cette idée qui rejoigne ces espaces-là, qui remonte qu'on n'est plus dupe. Tout simplement. Et qu'à partir de là, nous serons aujourd'hui attentifs à ce qu'ils font et nous leur demanderons évidemment de se retirer, de retirer leurs pattes de ce qui permettrait théoriquement de faire la démocratie et qui aujourd'hui nous empêche d'avancer. Je voudrais dire un mot à tous ceux qui continuent à me parler d'infiltration, d'Attali et compagnie. Vous faites que une grande partie de la journée, en vous alliant avec les défenseurs du régime d'Emmanuel Macron, une forme d'envie de vomir extrêmement forte me tienne, qui parfois se transforme en détestation. Et ce sentiment que j'ai en moi, qui est celui de voir la vérité manipulée, parce que au lieu de vous renseigner sur qui j'étais, ce que j'avais fait, comment j'en étais arrivé là, au lieu d'avoir lu un livre que j'ai mis en accès libre, contrairement à vos gourous qui vous font payer pour voir des vidéos, je pense à Alain Soral, je pense à d'autres, vous raccrochez à des explications simplistes qui vous empêchent de vous politiser. Souvenez-vous toujours de cet élément, qui est celui qui, parmi ceux qui vous influencent, prend des risques, réellement. Et sortons des pseudo-persécutions qui vous valent des mandats de dépôt que le procureur va immédiatement faire retirer parce que ce serait un peu bête de vous embêter. Vous voyez à qui je fais référence. Je dis, est-ce que l'une de ces pensées vous permet réellement de vous émanciper, d'agir politiquement de façon à ce que votre quotidien, celui de vos proches et celui du pays tout entier s'améliore? Est-ce qu'il vous donne des voies d'accès réelles aux politiques, au sens noble du terme? Est-ce qu'ils essayent de faire de vous des citoyens ou simplement des assujettis à leurs pensées obscurantistes qui permettent de vous maintenir et de vous tenir à flot? Et est-ce que, en participant pas aux attaques téléguidées de ces individus-là, vous permettez pas justement à ce système de se maintenir tel qu'il est, plutôt que de justement vous battre pour des émancipations? Lutter sur des faits et des idées, et non pas pour détruire des individus qui ne vous réclament rien, et c'est simplement de vous transmettre des outils pour vous émanciper. Il y a un élément important pour Crépuscule. On a atteint les 70 000 ventes, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Plus de 100 000 distribués en kiosque, en magasin, en librairie, pour un livre qui n'a eu qu'une recension de fond dans toute la presse, sur le site de France Info, et 2 attaques haineuses, dont une dans Mediapart. Pas les bonnes feuilles dans Libération, Le Monde, Le Figaro, pas de chronique dans l'Obs, Le Point, l'Express, pas de mention dans les matinales, si ce n'est par Guillaume Erner sur France Culture à Manon Aubry ce matin, qui a prétendu ne pas avoir lu le livre, gênée qu'elle était. Pas d'entretien dans les grandes radios sur les matinales, oui, pour essayer d'interroger le fond du propos. Pas d'invitation sur les plateaux du quotidien, d'Ardisson, de C'est à vous, de C'est politique, ou des invitations qui ont été annulées. Des attaques sur l'homme, par contre. Et c'est ce qui me rassure le plus. Il n'y a pas eu une attaque sur le fond du livre. Peut-être, encore une fois, de la part de Mediapart, tentative haineuse, parce que furieux que j'expose leur lien avec la Macronie, de ce médian à Minc en passant par Mignard et Xavier Niel. Mais à part ça, aucune capacité à détruire le texte. Et ce texte est entre vos mains. Et que je sois détruit, peut-être. Mais si je me bats aujourd'hui, et pour ma dignité,
c'est pas pour moi, mais pour ma capacité à enfanter. C'est-à-dire à produire des textes qui pourront être lus par des personnes sans a priori, sans qu'ils se disent ah mais cette personne ne doit pas être lue, ah mais cette personne est ci et ça et donc nous ne pouvons pas faire confiance à ce qu'il écrit. C'est la seule raison de ma lutte encore aujourd'hui. C'est non seulement aujourd'hui, mais dans la suite, lorsqu'il me s'agira de vous raconter comment est-ce que Édouard Philippe déjeunait avec le patron de Carrefour l'été dernier, juste avant l'application de la taxe carburant, pour discuter de ses affaires dans le domicile privé du patron de Carrefour. On discutait de ces questions-là et l'on négociait entre nous des petits appuis qui nous vaudraient la sympathie du troisième actionnaire de Carrefour, Bernard Arnault. Donc comment même le patron d'un grand groupe comme Carrefour n'est en fait qu'un pion dans un système oligarchique beaucoup plus large, dont j'ai énoncé les noms dans Crépuscule, et qui font qu'en fait vous comprendrez beaucoup mieux la connexion entre Matignon et l'Élysée aujourd'hui. Ce qu'on ne vous dit pas, ce qu'on ne vous raconte pas dans la presse aujourd'hui, sur les véritables raisons qui ont amené Édouard Philippe à travailler avec Emmanuel Macron, que j'expose déjà partiellement dans Crépuscule, mais sur lesquels il faut approfondir, avec notamment le rôle de personnes comme David Azema, dont on a très peu parlé jusqu'ici aujourd'hui, les liens en fait qui permettent de construire des ponts avec ces oligarques qui font encore que de privatisation en privatisation, on se retrouve dans une situation de dégradation massive. Eh bien, il y a des récits en fait qui doivent être tenus et pour cela, il faut que je me batte pour continuer à subsister à ces attaques qui visent pour que tout simplement vous puissiez, à partir de ces informations, décider en conscience de ce qu'il faudra faire et vous émanciper. Et cette lutte est acharnée, elle me concerne moi, puisqu'ils ne sont pas capables de messager, puisqu'ils ne sont pas capables de toucher le texte, et je vais continuer à la mener. Et je continue à mener parce que j'ai eu une position beaucoup trop privilégiée dans ce système pour ne pas avoir une utilité pour vous, que ce soit dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes ou ailleurs, et vous aider justement à déconstruire des faits qui, pour des raisons d'autocensure, de censure directe, de système, ont été jusqu'ici cachés. J'ai cru un moment m'effondrer, encore une fois, lorsque je ne comprenais pas ce qui suivait. Car lorsque Mediapart me voue sa haine extraordinaire, lorsque l'Express agit en commandite de Patrick Drahi pour me détruire, je vois très bien les mécanismes qui amènent à cette destruction. C'est un peu plus difficile lorsque les anarchistes m'attaquent. Lorsque Rebellion fait un article sur moi, digne des procès de la période victorienne, d'un puritanisme extraordinaire, où ils prétendent que Julian Assange est un violeur, que je suis un homophobe, que je ne parlerai pas de lutte des classes. Je les invite à relire et à voir mes interventions et à voir combien de fois j'utilise le terme bourgeois. Et ces semi-savants qui pensent avoir lu Marx et Bourdieu et l'avoir fait mieux que moi, avec la prétention extraordinaire qui souffre à l'extrême gauche, servent d'idiots utiles aux journalistes du JDD, de l'Express, qui retweetent leurs articles pour montrer à quel point je n'aurai aucune crédibilité. Vous avez de l'autre côté des personnes comme Hicham Hamza de Panamza, mais aussi les Soraliens qui essaient de me détruire en prétendant que je serais un opposant contrôlé. Eux qui ne prennent aucun risque physique, eux qui se font sauver par le procureur de la République sur ordre du gouvernement lorsqu'ils sont condamnés à de la prison ferme, et ainsi de suite. Je n'entrerai dans aucune concurrence victimaire. Chacun a ses idées. Je ne cautionne aucune des leurs, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une incompréhension fondamentale sur mon rôle. Je ne suis pas là pour vous dire quoi penser, a fortiori quelle politique mener, mais pour essayer de pousser, comme l'ensemble des Gilets jaunes, en fait, à ce que la parole de chacun puisse être à nouveau considérée dans l'espace public demain. Que notre démocratie fonctionne réellement, et qu'elle ne soit plus la proie d'intérêts, de formes de corruption, que l'on a vu justement dévaster notre espace informationnel et institutionnel. Et avec des outils comme le RIC, avec des outils comme le mandat impératif et révocatoire, avec des lois sur le contrôle des médias, avec un assainissement justement qui se reproduit notamment par des dispositifs comme le tribunal populaire, qui les a fait trembler. Et vous auriez dû voir sur Twitter les réactions inquiètes des journalistes, sur Facebook du conseiller communication de l'Élysée, inquiète, sérieusement inquiète, qu'un jeune homme de 29 ans, qui n'est rien, qui ne devrait être rien selon leur logiciel de pensée, mentionne le simple fait que dans le régime de demain, auquel on aspire tous, je pense, quel que soit notre bord politique, des personnes seraient jugées.
pour la corruption qui a été mise en place, pour les 4 milliards d'euros disparus dans l'affaire Areva, et ainsi de suite. Et cette inquiétude à ce que tout simplement justice soit faite, que l'intégrité revienne dans notre démocratie, non pas parce que telle ou telle personne serait évincée, comme ils essaient de le faire en montant des campagnes ici pour enlever Castaner, comme ils le firent en leur temps avec Cahuzac ou avec l'affaire Benalla, en faisant croire qu'il s'agirait d'une question de personne et pas de système, que l'on pourrait en fait changer quoi que ce soit en faisant sauter, en coupant des têtes comme au jeu du cirque, en faisant tomber le pouce ou en le remontant et en créant des systèmes d'asservissement qui feraient que nous dépendrions toujours des mêmes souverains et de leurs caprices, eh bien, ils ne supportent pas que l'on cherche à remettre en cause systémiquement ces mécanismes et que l'on ne se contente plus d'une tête tombée, que l'on pense que Cahuzac en soi n'est qu'un symptôme et que cet être n'est rien, comme Benalla, que l'on se fiche de ces feuilletons qu'ils tentent de nous vendre, que ce qui nous intéresse, c'est qu'enfin nous sortions de cette impression de tous pourris que nous donne la succession d'affaires à laquelle ne semble répondre qu'une impuissance politique majeure, quelles que soient les têtes tombées, et que l'on rentre enfin dans une lutte réelle dans laquelle cette justice ne serait plus de classe, mais s'appliquerait avec la même rigueur que vous soyez un gilet jaune manifestant, un policier ou un ministre, redonnant des borniers pour protéger votre pouvoir. À ce sujet, il y a quelques heures, Édouard Balladur a été renvoyé devant la Cour de justice de la République pour l'affaire Karachi. L'affaire Karachi, c'est un attentat qui est intervenu en 2002, qui a coûté la mort à plusieurs de nos compatriotes. C'est une affaire de corruption qui remonte à 93. Il a fallu 25 ans pour qu'un homme politique pour qu'il soit envisagé qu'un homme politique soit jugé pour une affaire de meurtre, d'assassinat et de corruption politique de plusieurs millions d'euros. Si quiconque chez Mediapart ou ailleurs considère qu'il y a l'anormalité et qu'il n'y a pas un régime dans son ensemble à faire basculer, qu'il prétende être un démocrate et qu'il prétende ne pas être acheté. Nous allons nous battre ensemble et je ne vais évidemment pas vous lâcher parce que j'ai connu la détresse, la solitude, la violence et le sentiment de n'être rien. J'ai connu la violence sociale qui continue à s'appliquer aujourd'hui. Je vois venir le retour de cet ordre qui nous a tant dévastés. Et je n'ai qu'une chose à vous dire. Nous allons tenter de mettre en place des mécanismes qui feront que, quel que soit le devenir de cette mobilisation et de son destin révolutionnaire, car nous sommes entrés dans une phase révolutionnaire, et que le 1er mai était une opportunité qui ne change rien. Et ce pouvoir devra le savoir, et il le saura. Nous allons trouver des outils pour nous émanciper. Et parmi eux, la création d'un journal. Et je voudrais vous inciter à le faire vôtre. Ce journal qui nous permettra de continuer à raconter en toute indépendance le devenir de la Macronie, j'aimerais en faire une aventure collective. Ce journal qui nous permettra de nous émanciper et de les faire basculer, j'aimerais le créer avec vous et j'aimerais lui donner un nom. Jupiter. Et j'aimerais que ce Jupiter, que nous mettrions en place idéalement à la rentrée, comporte non seulement des révélations et des scoops, comme le font très bien des journaux comme Mediapart, parfaitement estimables à ce niveau-là, extraordinaires dans leur capacité à sortir des marécages des informations, fût-ce au prix de compromission. C'est essentiel de faire cela, faire jaillir des bouts de vérité, mais qu'ils portent surtout une fonction critique essentielle. Une fonction critique qui nous fasse passer du crépuscule à l'aurore, et qui nous permette justement, avec ces 3 catégories, Jupiter, centré sur la Macronie, crépuscule, centré sur l'effondrement d'un régime, et aurore, sur les mobilisations qui nous permettront de le faire naître, sortir nos infirmiers de la misère, sortir nos ouvriers des conditions détestables dans lesquelles ils y sont, sortir les gilets jaunes du silence politique dans lequel on a essayé de les tenir, sortir nos journalistes de la précarité et de l'asservissement auquel ce régime les a condamnés, sortir enfin de la solitude dans laquelle ma position d'auteur de cet ouvrage, qui commence à infuser, et ça a été là aussi une erreur de ma part, ne pas avoir conscience qu'un livre prend du temps avant de produire des effets. Et mon erreur a été de me substituer peut-être au livre, substituer ma figure au livre,
et du coup permettre que l'on en discute sans qu'il n'ait été vraiment lu et traité. Alors il faut des mois pour qu'un livre se diffuse. Il y a évidemment tous ceux qui l'ont acheté, mais tous ceux à qui vous le prêterez, tous ceux qui vous le voleront, et cette péremption de cet ouvrage n'est pas pour demain. Et nous commençons seulement. Le livre va sortir en poche en octobre. Il va être réactualisé, je l'espère. Mais il doit s'accompagner de ce travail quotidien qui fera que je ne sois plus la personne en question. Qu'on travaille collectivement dans un petit immeuble que j'ai trouvé. On s'y mettra ensemble et on commencera à enquêter, à diffuser un regard critique sur la culture, sur la politique, sur l'économie et à réfléchir aux alternatives. Comment est-ce qu'on met en place un contrôle des capitaux dès le lendemain d'une révolution? Quel type de droit faut-il mettre en place pour juger les oligarques qui nous auront pillés, pour juger les hauts fonctionnaires qui nous auront trahis, pour juger le haut commandement qui aura éborgné et mutilé? Toutes ces questions, il faudra les résoudre et les traiter, il faut s'y préparer. Et nous n'étions pas prêts, évidemment. En décembre, le 1er mai, nous étions prêts. Et c'était en ce sens que j'étais intervenu à vos côtés, mais nous avons été trompés. Bien peut-être que la prochaine échéance, quelle qu'elle soit, cette fois, nous réussirons. Et évidemment, nous nous allierons avec les quelques médias indépendants qui existent, le Monde diplomatique, le Média, Denis Robert, Thinkerview, et bien d'autres, et nous travaillerons ensemble, justement, collectivement, pour faire advenir, encore une fois, non pas une société où nos idées s'imposeraient, mais une société où le débat d'idées à nouveau deviendrait possible. Alors on va commencer doucement. Une petite plateforme qui s'appelle Tipeee, qui permet de faire des dons récurrents, de s'abonner en fait à ce journal que nous créerons et lancerons en septembre. À chacun de vous de décider s'y contribuer ou pas. Moi, je vais mettre l'argent que j'ai gagné dans Crépuscule 2. Si on arrive à atteindre la somme suffisante, en toute transparence, sans actionnaire caché, ça va être l'aventure de ma vie. Et on la combinera avec mon cabinet d'avocats qui fera un travail de défense pour les plus fragilisés, de ceux qui auront pris le risque de s'exposer dans ce mouvement. Et nous avancerons pas à pas. Ceux qui sont prêts à faire confiance, vous pouvez y aller. On va aussi avoir besoin de personnes pour nous aider. Et c'est là aussi, en fait, ma réponse à tous ceux qui m'ont écrit, que j'ai lu, qui m'ont proposé telle ou telle compétence et auxquelles je ne savais pas quoi répondre parce que j'étais trop seul et que j'avais arrivé à peine à traiter le flux des propositions qu'on me faisait. Et si ça ne marche pas, tout simplement, alors ce sera que ce n'était pas mon rôle et que ce n'était pas le but de tout cela, tout simplement. Il n'y a pas de... C'est une tentative, à vous de vous en saisir, mais je vous promets que si on le fait, ça sera quelque chose qui risque de participer au changement massif de notre société et de porter des voix qui n'ont jamais été portées. Et je proposerai à des gens comme Maxime d'y participer, de travailler, tout simplement de rapporter en fait ces paroles et ces espaces qui ont trop longtemps été masqués. Nous travaillerons en plusieurs langues parce que nous avons cette chance-là et nous romprons en fait avec cette inanité qui n'est le fruit que d'une chose, de l'asservissement des journalistes à ces grandes fortunes qui délavent la parole, qui font que la prise de risque, la radicalité de la pensée ne sont plus existantes en notre pays. Donc vive la collectivité, vive la pensée, vive l'amour aussi, parce que tout ça n'a qu'un but en fait peut-être, nous permettre d'aimer. Et ce qui pourrait sembler naïf ne l'est absolument pas. Et tous les rageux qui m'attaquent sur le fait que je montre mes sentiments, ma vulnérabilité, mon humanité, et qui ne sont pas habitués à ce qu'on prenne ces risques-là, je leur dis tout simplement qu'ils sont la laideur incarnée. Et pourquoi l'amour? Parce que il est impossible d'aimer dans la précarité. Et je pense que vous l'avez tous ressenti si vous avez été un moment dans une disposition de cet ordre-là. Il est impossible d'aimer lorsque vous êtes désocialisé, lorsque la société vous a privé de votre fonction. Vous vous attachez, vous vous accrochez, mais vous souffrez et vous vous détruisez dans le déséquilibre que vous créez par rapport à l'autre. Or, c'est peut-être dans ces situations-là que l'on se rend compte de l'importance qu'a ce facteur et de la nécessité de cette proximité. Je vais répondre à vos quelques questions, mais à ceux qui chercheraient à nouveau à m'attaquer sur la question, les différentes attaques qui ont suivi cet entretien du 11 avril, qui ont touché à Baphomet, à la franc-maçonnerie, à Tali, au satanisme, à la pédocriminalité.
de la part d'Alain Soral. Voilà à quel niveau d'indignité on était. Ces personnes-là, je dis tout simplement, essayer de rechercher d'abord en amont sur mon parcours et sur ce qui a fait que j'ai obtenu cette visibilité, qui a fait que ces personnes qui vous entourent et que vous ne semblez pas comprendre ont décidé tout simplement d'entendre ma voix. Et comprenez qu'il n'y a, en le regardant, à partir de l'entretien de Thinkerview, avant celui de Là-bas si j'y suis, en décembre, encore avant mes interventions, qu'il n'y a là aucune artificialité, que j'avais une place dans ce système, qui était bien marqué en tant qu'avocat de Mélenchon, d'Assange, que j'étais invité régulièrement dans les médias, que je le suis beaucoup, beaucoup moins, contrairement à ce que vous pensez. Et que dans l'isolement qu'a construit cette situation-là, j'ai au contraire renforcé mon intégrité, ma lutte pour les idées. Et qu'à partir de là, il n'y a rien à suspecter parce que vous verrez peu de personnes aussi transparentes sur son parcours et ses affiliations, son travail, que ce soit justement à Catali quand j'avais 18 ans, quand j'y croyais, quand je ne savais pas ce qui se jouait, que ce soit avec Richard Descoings, que ce soit avec Aurélie Filippetti, Dominique de Villepin, Jean-Luc Mélenchon, toutes ces personnes que j'ai un jour fréquentées, qui m'ont permis de savoir ce que je sais, et qui m'ont permis de comprendre où était la vulnérabilité de ce système, et comment est-ce que l'on pouvait faire pour le remercier, et qui m'ont permis de comprendre à quel point il était essentiel de se mobiliser avec les Gilets jaunes, parce que pour la première fois, il y avait une jonction entre une population qui comprenait, qui cherchait à se saisir du politique, et des personnes comme moi qui, désespérées par le manque d'intégrité et d'exigence de ces élites-là, ne voulaient plus servir un système qui n'était plus là pour construire des idées, mais encore une fois pour défendre des intérêts. Et que donc évidemment que j'ai un intérêt à cette mobilisation. Évidemment que ma survie psychique était en jeu. Évidemment que ma possibilité de continuer à me regarder dans la glace tout simplement et à construire des choses intéressantes a joué. Évidemment que si j'avais été dans une position confortable, installée, si j'avais pu me satisfaire de ces rapports avec ces individus-là, si j'avais été heureux de faire mes déjeuners avec Édouard Philippe à la mairie du Havre et tant d'autres avec Xavier Niel, j'aurais continué. Et que si je ne le fais pas, c'est qu'il y avait un intérêt pour moi à changer, mais cet intérêt est tout simplement le goût de la liberté, le refus de l'asservissement. Être l'esclave de Xavier Niel, vous imaginez bien que ce n'était pas mon objet. Et je vous renvoie à la dernière vidéo que j'ai faite, assez longue, et à celle d'avant, où contrairement à ce qu'on a pu vous dire, je parle de ces questions-là de façon détaillée, où je réponds aux questions sans éluder, sans me contredire. Et qu'à partir de là, si vous n'êtes pas convaincu, eh bien tout simplement, vous pouvez vous écarter. Il y a 1000 choses à faire de mieux que d'entendre un homme qui chercherait à vous tromper. Saisissez-vous du livre, saisissez-vous de Jupiter, commencez à le construire ensemble, avançons si vous le souhaitez. J'ai un petit local où était mon cabinet, rue de Rennes, que j'aimerais remplir de personnes de qualité que j'ai rencontrées depuis des années, des grands journalistes, intellectuels, des personnes qui permettront d'enquêter, de travailler sans se soumettre à quoi que ce soit, qui ne recherchent qu'une chose, un lieu où trouver leur liberté. J'aimerais avoir des personnes comme Pamela Anderson qui nous parlent de leur engagement sur Julian Assange, sur le droit des animaux, qui nous racontent leur vie à Hollywood, ce que c'était de vivre entre Alerte et Malibu et des engagements, comment est-ce qu'on a regardé dans les dîners. J'ai envie d'avoir des personnes comme Cahuzac que j'ai rencontrées, expliquer des années plus tard pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Qu'est-ce qui les a menés à cette déchéance? J'aimerais comprendre, profiter de ces accès pour saisir et faire émerger cette parole qui n'existe plus. J'aimerais que l'on commence à construire, intellectuellement parlant, ces institutions, que l'on commence à regrouper ces idées qui sont nées de ce mouvement. J'aimerais donner la parole à des personnes qui, dans leur usine, travaillant pour des organisations capitalistes comme Uber et compagnie, racontent leur quotidien, leur difficulté à faire émerger une parole politique forte. J'aimerais entendre des femmes qui m'expliquent ce qu'est être en 2019 une femme au foyer, ce qu'est devoir combiner les travaux entre les travaux ménagers et des emplois à financer. J'aimerais qu'on fasse émerger la parole de personnes qui ont été licenciées dans des plans sociaux, en long, en large et en travers,
Et j'aimerais aussi, de l'autre côté, que l'on raconte ce que c'est de vivre dans les beaux quartiers, auprès de ces héritiers, de ces grandes fortunes de France. Ce qui explique que ces gens perdent tout rapport à l'autre et à l'intégrité. Et j'aimerais finalement que l'on prenne des risques extraordinaires. Prenne des risques extraordinaires en appelant à se mobiliser, en révélant des choses qui ont du mal à être dites, en allant les traquer, en racontant comment, entre Arnaud et Bolloré, on se vend, on se rachète des jets privés. Comment ce n'est pas seulement grave que ces 10 plus grandes fortunes de France détiennent 90% des médias du pays, mais qu'en plus, comment le fait qu'ils vivent ensemble, qu'ils se marient ensemble, comment des Zoé Bolloré Bouygues, des Lisa Arnaud Niel naissent, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce que ça veut dire de travailler à Benjamin Franklin, dans le plus grand lycée privé de France, où Brigitte Macron rencontra ces oligarques qui aideraient son mari à émerger. Que l'on détaille sans compromission en tirant sur tout le monde, sans aucun allié, contrairement à tous ces journalistes. Et je finirai là-dessus. Que l'on critique François Goulot lorsqu'il doit être critiqué, lorsqu'il fait des vidéos institutionnelles montées, où il ne montre qu'une chose, en fait, sa volonté de devenir président en 2022. Est-ce que c'est pour cela qu'il faut se passer François Goulot? Le détruire? Non. Cet être a beaucoup apporté à ce mouvement, en rassurant toute une partie des citoyens, en leur montrant qu'il y avait des personnes qui maîtrisaient les codes de la bourgeoisie et étaient capables de s'engager, et avaient raison de s'engager. Et pour cela, je pense qu'on lui doit une reconnaissance infinie. Mais pour cela aussi, nous devons l'appeler à faire attention et à comprendre que ce n'est pas pour cela qu'on lui a donné notre intérêt. Eh bien, exercer cette critique de façon systématique, sans épargner personne, y compris nous-mêmes, je pense que c'est le meilleur service qu'on pourrait rendre à ce pays. Voilà, je vais regarder vos questions, les aides-soignantes. La façon dont fonctionnent les banques, comment est-ce qu'on pourra faire pour reprendre le contrôle sur notre création monétaire? Est-ce qu'il faudra sortir de l'euro immédiatement? Ou est-ce qu'il suffira de créer des banques publiques qui aient un droit de tirage auprès de la BCE pour recommencer des investissements dans des grands projets? Donc est-ce que du coup, il faudra sortir de l'Europe ou pas? Donc Attali, encore une fois, moi j'ai croisé une fois il y a 10 ans. Il a soutenu une association que j'avais créée à l'époque. Et il a essayé par la suite j'en reparlais à chaque fois, hein, jusqu'à ce que les personnes comprennent qu'ils ont été instrumentalisés et que, du coup, dans la violence qu'ils ont exercée contre moi, il y avait quelque chose d'extrêmement humiliant pour eux. Il a essayé de m'inviter au Positive Economy Forum qu'il organisait avec Édouard Philippe au Havre il y a 4 ans et j'ai refusé. Et à partir de là, encore une fois, je l'ai considéré comme un ennemi idéologique. Est-ce que vous voulez continuer à vous fixer sur Attali, qui est quelqu'un qui a été obligé de créer un cabinet de consultance pour gagner de l'argent et se corrompre, parce qu'il était plus capable d'avoir sa place dans l'establishment, qui a soutenu Macron, qui l'a trahi et contre lequel il a essayé de s'opposer en 2015 sans y arriver? Oui, quand on parle de choses, il faut les connaître. C'est ça l'intérêt de travailler, c'est ça de lire l'intérêt de lire des textes comme Crépuscule, c'est de comprendre la complexité et comprendre qu'il n'y a pas forcément un juif derrière chaque homme politique pour les antisémites ou ceux qui relaient des discours antisémites sans s'en rendre compte. Ceux qui me disent soutien d'Israël ont mal lu mes engagements. Et Panamza lui-même avait relayé dans un premier article ce qu'il en était. J'ai toujours été extrêmement critique de la politique d'Israël. Je me suis beaucoup engagé à ce sujet. Je fais d'ailleurs un séjour à 19 ans, donc après avoir rencontré Attali, en Cisjordanie pour un mois, où j'ai dormi dans des camps, à Naplouse, à Birzeit, pour montrer ma solidarité avec ce peuple palestinien qui était écrasé. Et encore une fois, ce qui se passe encore aujourd'hui, le traitement médiatique de cette situation, la violence qui leur est infligée, peut-être une des plus grandes hontes de notre civilisation avec la situation de Julian Assange, notre incapacité à être conséquent, tout simplement. Je n'ai aucune difficulté à parler de ces sujets. Mais encore une fois, il faut la haine et la destruction pour essayer de s'imposer, de défendre ses intérêts.
Et oui, vous avez raison, Bolloré, c'est une famille catholique et bretonne, pas protestante, contrairement à ce que j'avais dit. Comme Bernard. Ça n'explique pas d'ailleurs qu'il y a une secte catholique qui essaie de nous piller. Sur l'Europe, évidemment, c'est un des plus grands vols démocratiques qui nous a été imposé, c'est 2005. J'explique comment, encore une fois, là aussi, en crépuscule, Jean-Pierre Jouyet, qui était la personne la plus importante pour propulser Emmanuel Macron au sein du pouvoir, comment Jean-Pierre Jouyet était le pilier de ce vol démocratique en imposant le traité qui avait été refusé en 2005, quelques ans plus tard, en tant que secrétaire d'État de Sarkozy, après avoir été le meilleur ami de Hollande et un socialiste pur jus. Et comment lui, en même temps, est né là. Et lui, en même temps, a été une trahison des élites et non pas autre chose. Non, je suis pas du tout fatigué, encore une fois. Très serein, très calme. Je pense que ce qui est nécessaire, en fait, dans les situations de grande violence et de haine comme celle que l'on connaît aujourd'hui dans notre pays, et face à un mouvement qui, en effet, a beaucoup obtenu et est rentré dans une situation extrêmement dure, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait la moindre forme d'exaltation. C'est notre crédibilité qui est en jeu, notre capacité à paraître selon leurs standards, capable du calme avec lequel ils nous font face. Ils sont cyniques, nous les regarderons avec encore plus de fermeté. Édouard Philippe expliquera qu'il n'y avait pas de violence policière et qu'il fallait que ce mouvement cesse. Eh bien, nous le prendrons haut, avec la même stance qui est la sienne, et nous lui dirons non, nous continuerons, sous cette forme ou sous une autre, tant que vous serez là, et non pas en prison. À quoi est-ce que je dois répondre, Martine Joël et Emmanuel? Sur l'Afrique, j'ai beaucoup enquêté dessus et je vous invite à lire mes enquêtes dans le monde diplomatique. Donc, je suis parti enquêter sur Uramine, au Centrafrique, pendant la guerre civile, au Nord Kivu. Ça aussi, c'est des choses qui sont parfois oubliées. C'est mon travail de journaliste pendant des années, justement, pour aller chercher les sources de cette corruption. C'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi. Me confronter non pas seulement au petit monde que je vous décris dans Crépuscule, mais aux conséquences de ce petit monde. Lorsque je suis allé à Saint-Nazaire, j'ai beaucoup demandé à ce la semaine avant, à l'organisation de l'AG des AG, j'ai beaucoup demandé à ce qu'on me présente j'avais envie de voir les chantiers et de parler aux personnes qui travaillaient sur place, les syndicalistes notamment, comprendre comment ça se passait. Pareil au Centrafrique. Lorsqu'il y avait une guerre civile, je suis allé enquêter là-bas. Je me suis retrouvé dans un camp de réfugiés avec 100 000 personnes qui étaient entassées à l'aéroport. J'ai commencé à travailler pendant 2 semaines pour compiler les informations, montrer que nos pouvoirs avaient menti, qu'ils avaient prétendu qu'un génocide était en cours, ce qui n'était pas le cas, révéler des massacres, se faire tirer dessus, mais c'est des choses qui peuvent arriver et qui, encore une fois, sont beaucoup moins sales et graves que lorsque l'on tente de vous salir, lorsque les idiots utiles du régime s'allient pour essayer de vous détruire. Et non, je ne suis pas défoncé, mais je suis touché que vous vous préoccupiez de ma santé. Non, non, très calme, encore une fois. Et je pense que vous avez vu peu de conférences de moi si vous pensez que c'est un État qui indiquerait quoi que ce soit de négatif à mon sujet. Sur le cours international, c'est très difficile, mais je pense qu'on est à un point de bascule où il se pourrait qu'on saisisse, et moi je suis en train de préparer de toute façon contre Frontex une plainte avec un ami, justement, qui va être bientôt révélée, et dont je vous parlerai. Je n'ai jamais conseillé à Fly de parler ou de ne pas parler de quelque sujet que ce soit. On a eu des discussions franches plutôt sur le mouvement, en gros, mais j'ai beaucoup de respect pour sa parole et j'avais qu'une envie, au contraire, c'était de le comprendre. Et ce sur quoi on a beaucoup parlé, c'est sur le travail des sources, recouper des sources et réussir à s'assurer qu'une information soit légitime avant de la diffuser ou pas. Lui donner des outils qu'on nous donne, en gros, quand on va à l'université, aux grandes écoles, qui nous permettent en fait de trier très rapidement et de pas tomber dans des panneaux qui sont mis en place sur des sites internet cachés, etc. Mais sur le fond de la pensée, je pense que, vous savez, Fly a une expérience de vie qui est différente de la mienne, qui est très forte. Et il a traversé des choses qui
qui m'échapperont toujours, et peut-être que l'inverse est vrai aussi, peut-être pas. Et donc à partir de là, non, moi j'ai toujours tenu en fait, et je pense qu'il le dira lui-même, à respecter en fait tout simplement ce qu'il avait apporté. Et je pense que vous ne noterez aucune évolution dans son discours depuis qu'on s'est rencontrés, depuis qu'on a commencé à se parler, si ce n'est justement peut-être sur le travail, sur les sources et la capacité à chaque fois incroyable qu'il a aujourd'hui à systématiquement recouper et à ne diffuser aucune chose erronée, tout simplement. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est important. Pourquoi est-ce que je tourne le dos aux Insoumis? Non, non, c'est eux qui m'ont tourné le dos. C'est Madame Aubry, tête de liste aujourd'hui, qui ce matin sur France Culture a prétendu ne pas avoir lu Crépuscule et ne pas savoir de quoi il s'agissait. On note le courage d'un homme politique qui cherche à se faire élire. J'ai une estime encore immense pour Jean-Luc Mélenchon avec qui j'ai travaillé. Un grand respect pour l'homme et le rapport à la culture et à l'histoire. Il ne m'a jamais trahi. Qu'est-ce que je pense de Christophe Castaner? Que ce n'est pas le sujet. De la même façon qu'il ne faut pas parler, je l'ai dit la dernière fois, de violence policière, mais de violence politique. Parce que ces violences n'ont qu'un but, ne sont le résultat que d'une chose, la volonté du gouvernement de ne pas répondre aux revendications des Gilets jaunes, de ne pas lâcher son pouvoir, et du coup de mettre la police entre sa population et ses petits palais pour nous empêcher d'y accéder. En gros, d'empêcher la démocratie de se faire. Et donc, qu'il y ait des policiers qui, pour le faire, du coup, commettent des violences, c'est le fruit des instructions du gouvernement. Que ce soit Castaner ou qui que ce soit d'autre qui soit Place Beauvau, vous imaginez bien que c'est ce qui se passerait. Vous imaginez bien que ceux qui cherchent à faire tomber Castaner n'ont qu'une envie, continuer la course de petits chevaux. Qui fait que depuis des années, nous voyons les têtes changer, mais les politiques continuent. Il y a un problème de classe et de caste en France. Pour répondre à ceux qui considèrent que je n'aurais pas lu, fait des bonnes lectures, il y a un problème de classe. Une classe qui s'est institutionnalisée en caste, pour défendre les intérêts de toute une partie de la population contre une minorité, contre le reste de la population. Et elle s'appuie sur toute une série de dispositifs, la mondialisation, l'Union européenne, des réseaux oligarchiques, le contrôle des médias, la reproduction sociale au sein des grandes écoles, le dévoiement de l'appareil méritocratique, des choses que je décris dans Crépuscule, et qui leur permettent de nous tenir. Et c'est contre cela qu'il faut lutter. Et aujourd'hui, pour lutter contre cela, je pense qu'il faut en passer par des méthodes non institutionnelles de révolte et de révolution, tout simplement parce que pour accéder à des positions de pouvoir à travers les systèmes électifs, il faut faire trop de concessions aujourd'hui. C'est mon opinion, tout simplement. Bien sûr, j'apprécie Jérôme Rodriguez et tous les autres. Et encore une fois, notre calme est une exigence qu'il faudrait que l'on s'impose à tous. Et encore une fois, je répète à ceux qui me critiquent, qui m'appellent à se méfier de moi en regardant des vidéos YouTube non sourcées, des personnes qui se filment dans leur lit, qu'ils croisent les informations qui sont présentées avec d'autres sources. Tout simplement. Et qu'ils vérifient et qu'ils m'interrogent ensuite après avoir vérifié pour savoir s'il y a des choses qui sont en effet troubles ou qui ne sont juste pas le fruit d'une instrumentalisation qui cherche à jouer sur leur peur, la peur de la trahison, la peur d'une personne qui ne semble pas venir du même milieu, qui est une peur naturelle, essentielle, un contrôle social important, et qui font qu'à partir de là, on va essayer de le dévaster pour des raisons qui ne sont pas forcément légitimes. Voilà, moi j'ai un rôle très limité dans cette affaire. Le rôle que vous me donnerez, qui fait que vous m'écoutez aujourd'hui ou pas, tout simplement, que vous me lisez ou pas, que vous lisez Crépuscule ou non. Je ne suis pas à la recherche de fonctions, si ce n'est après la Révolution, je vous l'avais dit, d'être l'un de ceux qui mettront fin à l'impunité qui règne dans ce pays au sein des classes dirigeantes. Vous imaginez bien que c'est une ambition qui ne passera que par une chose, tout simplement, la mise en place d'un système électif, y compris pour les procureurs, qui fera que je ne prendrai rien par moi-même. Et voilà, donc oui, j'ai quelque chose à gagner indirectement à la Révolution, comme vous me demandez, Yoann Yonop.
le fait de participer à un bien-être collectif et d'éviter la décomposition de ce pays, tout simplement, et de me sentir mieux, voilà, de ce fait, et avoir une fonction dans la société qui me permettra de rencontrer des gens intéressants, comme j'ai toujours fait, et de pouvoir me sentir utile et pas en position d'imposition. Et oui, je prends le risque de la prison pour ceux qui l'ont oublié, qui pensent qu'on est là à s'amuser en vous donnant des indications. Je vous rappelle quand même qu'Aurore Berger m'a signalé au procureur qu'une enquête a été ouverte pour incitation à commission de crime et délit parce que j'avais, selon ses propres mots, armé les esprits. Et si vous croyez qu'il n'y a pas de coût et de risque à faire ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, vous avez commis une grande erreur. Je ne parle pas seulement des menaces directes et physiques à mon intégrité qui ont fait que j'ai dû partir, disparaître quelques jours, une menace sur ma famille, une menace sur ma vie sociale, ma réputation. On essaie de me détruire en allant chercher des choses, en inventant des choses, comme avec Juliane, qui était accusée de viol, qui était accusée d'antisémitisme. Moi, c'était l'homophobie, vous voyez, on inventait ça. Pas de chance, c'est complètement absurde comme procès, mais et je l'ai expliqué très largement, et je me justifierai pas plus. Mais à ceux qui pensent qu'il est facile de faire ce que je fais et qui ne voient que le succès, comme si en fait le succès n'était pas autre chose qu'une grande angoisse, une source de grande inquiétude, c'est-à-dire l'inquiétude de trahir, de ne pas être à la hauteur, d'apparaître ridicule aussi en présentant des analyses qui seraient fausses. Je tiens à vous rappeler qu'on est dans une phase où la Macronie est en train de se renforcer. Elle a utilisé le grand débat, non seulement pour faire une opération de propagande, mais pour reconstituer ses bases électives. Emmanuel Macron pensait tenir jusqu'en 2020 et écraser tous les maires sortants en présentant ses candidats. Et donc il avait emprunté des baronnies à la droite et à la gauche avec Collomb, Patria, Jean-Yves Le Drian, Ferrand et quelques autres. C'est pour ça que ces personnes qui ne représentent en rien le nouveau monde sont retrouvées au gouvernement de cette personne supposément moderne. Et il est en train d'utiliser aujourd'hui, alors qu'il a perdu toute une partie de ces baronnies locales, qui étaient des vecteurs d'influence, qui lui permettaient de tenir un certain nombre de territoires, il est en train de lancer une opération de reconquête massive auprès des élus pour les rallier, parce qu'il n'a pas réussi à tenir jusqu'en 2020, parce qu'entre-temps, il y a eu les Gilets jaunes, etc. Donc notre enjeu, c'est de nous appuyer sur ce moment de fragilité pour arracher le plus possible pour les plus fragiles et précaires de notre pays. Pour une raison toute simple, c'est que comme nos oligarques ont mis pour la première fois tous leurs œufs dans le même panier, alors que jusqu'alors ils les redistribuaient d'assaut avec Valls, puis après avec la droite, vous avez bien vu comme le Figaro fait la campagne de Bellamy de façon extrêmement virulente depuis quelques semaines, Arnaud, tout ça, sont regroupés auprès de Macron et donc ont pris un risque extraordinaire, c'est qu'avec la chute de Macron, chute le régime dans son ensemble et leurs intérêts. Et ça, c'est un point de vulnérabilité en faveur des populations, des classes populaires, qui est unique dans l'histoire. On aura très peu de chances de retrouver une position de cet ordre-là à l'avenir. Donc il faut vraiment avoir conscience de la panique qui s'est saisie de l'Élysée, qui essaie de recomposer artificiellement des solidarités. Mais vous imaginez bien que lorsque vous n'avez pas constitué des baronnies locales, lorsque vous vous contentez tout simplement de les récupérer, comme le fait Macron, alors que des personnes comme Chirac, comme Sarkozy, comme Hollande avaient mis des décennies à faire monter des personnes et à leur donner un pouvoir qui faisait qu'il leur était affidé en retour, mais évidemment, ces fidélités sont très relatives. C'est ce que j'ai décrit dans Contre Macron d'ailleurs, lorsque j'explique comment Macron joue de la séduction, mais du coup de l'artifice qui peut à tout moment s'effondrer. Arlindo n'arrête pas de me demander pourquoi t'es pas cool avec tes potes. J'ai très peu d'amis et c'est des grands amis, et je suis très fidèle à eux, contrairement à des personnes comme le président ou d'autres. Et voilà, tout simplement. Et tu en es un. Et donc oui, la crainte qu'on leur inspire, qui a fait que les accusations sont concentrées contre moi après avoir touché au mouvement pendant des mois, d'antisémitisme à bien d'autres sujets, elle est significative et elle est encore présente. Et il suffit maintenant de s'organiser d'une façon ou d'une autre pour réussir à les faire flancher. C'est à vous de le faire. Je suis pas là pour reprendre la position de bourgeois qui vous instruirait et vous dirait voilà, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Moi, j'accompagnerai. Et si vous trouvez que j'ai mon utilité, on le fera ensemble et on avancera ensemble.
Donc Everton, Silva Marquez, qui me demande, Juan, tu apparais bizarrement comme une fleur, tu étais où il y a 3 ans? Comme j'ai dit, j'ai commencé à m'opposer à Macron en 2013, mon premier statut contre lui, lorsque j'ai vu une conférence à Sciences Po. Je me suis opposé, je suis devenu l'avocat d'Assange et de Wikileaks en 2014. J'avais 24 ans, j'ai commencé à faire média à cette époque-là. À 19 ans, j'ai milité contre Adopi. Et j'ai été de ceux qui ont permis qu'Adopi ne soit pas une machine à couper la connexion Internet aux plus défavorisés de notre pays notamment. Ils voulaient couper 300 000 connexions Internet par an. On s'est opposé de telle façon, et j'ai mobilisé tous les réseaux que je pouvais avoir, dans le cinéma, dans la culture, que j'avais hérité de mes parents, pour que des personnes comme Catherine Deneuve disent non au gouvernement et l'empêchent faire adopter cette loi. Alors évidemment, ils l'ont adoptée partiellement, mais bon, aujourd'hui, Adopi, c'est une machine à spam. Là, j'avais 19 ans, Everton Silva Marquez. Et j'avais donné à cette époque mon premier entretien à Libération à ce sujet, qui était titré, je vous invite à le lire, ce qui me fait rire. La question c'était qu'est-ce qui vous fait rire? J'ai répondu BHL, en Libye, et partout ailleurs d'ailleurs. Voilà, pour ceux qui m'accusent d'une complicité avec quelqu'un dont j'ai dénoncé les liens d'affairisme avec Bernard-Henri Pinault il n'y a pas moins de 3 semaines et qui m'a attaqué en retour avec une chronique dans Le Point délirante, dans lequel il me traitait de fasciste et de bien d'autres choses. Informez-vous, les gens. Arrêtez de vous faire les vecteurs de paroles de haine destructrices. Arrêtez d'essayer de vous attaquer à un jeune homme qui n'a aucun pouvoir aujourd'hui, si ce n'est celui de vous parler et de vous transmettre des informations. Arrêtez de distribuer de la haine et de alimenter des personnes qui s'appuient sur moi pour faire de l'audience et qui s'appuient sur la naïveté qui m'amène à leur répondre et à considérer de croire 1 mois et demi plus tard que ça vaut la peine de leur répondre et de leur parler. Contrairement à tous ces membres de l'élite qui se sont dit que de toute façon, ces personnes-là ne servaient à rien. Cela ne justifie pas le harcèlement et la répétition d'éléments faux jusqu'à la nausée qui essaient de me décrédibiliser. Encore une fois, je vais finir là-dessus, vraiment c'est important. Si je décris ces réseaux, et notamment en l'occurrence, il y a un élément que je n'avais pas décrit, qu'on m'a rappelé justement, qui était lorsque je travaillais à Cour pénale internationale, on m'a présenté à des personnes qui travaillaient pour Médecins du Monde, dont Jackie Mamou et Bernard Chalcha, qui m'ont demandé d'organiser certains colloques, et le procureur m'a instruit d'aller les voir et au nom du procureur de la Cour pénale internationale, d'intervenir en ces lieux-là. Et j'ai découvert plus tard que c'est des personnes qui travaillaient avec la règle du jeu, avec Bernard-Henri Lévy. Et ces personnes-là qui se présentaient comme des défenseurs des populations de Darfour, etc., j'ai découvert que c'était des bras armés du néoconservatisme américain, qui voulaient faire la guerre au Darfour à l'époque. Et moi, vous savez quel âge j'avais à l'époque? 20 ans ou 21 ans. Donc vous imaginez bien que j'avais pas tous les outils en main pour décider de ces sujets. Je pense qu'il n'y a aucune personne en France aujourd'hui, je suis très sincère, qui a vu sa vie analysée en détail et qui a accepté de répondre et donner des détails sur sa vie à de tels niveaux, jusqu'à mon comportement dans l'adolescence, quand j'avais 14 ans, etc., sur mes origines familiales, sur ma situation professionnelle. Et il faut que vous interrogiez aussi sur cette utilisation systématique et massive de ces éléments pour essayer de m'attaquer et sur le nombre de personnes qui ont accepté de répondre avec autant de détails à ce sujet. Donc j'ai participé à ces éléments et j'ai signé notamment une pétition sur la Syrie, en effet, et j'ai raconté dans un long texte ma position Syrie au Quai d'Orsay. Je vous invite à le lire sur mon blog. Et vraiment, je vous invite à le lire si vous êtes sincère, pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai signé cette pétition et décider si je me suis trompé à l'époque ou pas. Et donc, ils ont essayé de m'absorber à ces réseaux lorsque j'ai compris, en fait, qu'ils participaient à la règle du jeu, lorsque j'ai compris que cette citation était signée par BHL, que j'avais critiqué 4 ans plus tard et que j'ai cessé de critiquer depuis, parce que c'est quelqu'un qui a utilisé ces réseaux oligarchiques, notamment pour nous amener à faire des guerres que nous n'aurions jamais dû mener. Et donc, contrairement à d'autres, quelqu'un à qui je m'oppose, comme Attali, pour des questions idéologiques et non du fait de leurs origines, non parce qu'ils sont juifs, pour être très clair. Je laisse ça aux personnes qui nagent dans l'absence de pensée. Et là, je serai toujours très ferme sur ce sujet parce que mon sujet de recherche, c'est la violence de masse. Et c'est comprendre comment on en arrive à exterminer ces millions de personnes. Plus les tziganes, plus les homosexuels, plus les opposants politiques. Et comprendre comment est-ce qu'on arrive à produire des violences politiques au Rwanda, ailleurs. Et j'ai mis des années de recherche pour comprendre comment on arrivait là. Et pour comprendre qu'il y avait les prémices de dispositifs de cet ordre-là en France. Et qui me permet de comprendre immédiatement pourquoi, dans l'attentat de Christchurch, il y avait l'œuvre de Renaud Camus entre les mains du terroriste.
Parce que le grand remplacement, c'est une idéologie génocidaire qui ne vise qu'à une chose, à faire naître la haine. Comment? En créant une crainte existentielle qui n'est pas justifiée auprès de la majorité de la population, lui donnant l'impression qu'une minorité menacerait de la dévaster. Tous les génocides, si vous regardez, tous les génocides sans exception, toutes les violences de masse sont nées de discours de cet ordre-là, et n'ont été permis que par l'existence de discours de cet ordre-là. Et des violences politiques majeures qui ont provoqué la mort de millions de personnes sont nées de ces jeux instrumentaux sur les craintes existentielles qui n'ont aucun fondement. Et sur le grand remplacement et le mythe du grand remplacement, je vous invite à vous renseigner, à lire, non pas les textes de Renaud Camus, mais à comprendre à quel point en fait c'est une idéologie instrumentale qui ne repose sur aucune factualité, contrairement à ce que vous avez pu penser, mais au contraire sur une distorsion des faits, visant à susciter les haines et à vous détourner des véritables enjeux politiques. Est-ce que la question migratoire est une question importante? Oui. Est-ce qu'elle doit amener à ces discours qui alimentent la violence de masse? Certainement pas. Et donc oui, je finis là-dessus. Lorsque j'ai compris que ces personnes travaillaient pour la règle du jeu et étaient les idiots utiles, parce que je pense qu'ils sont sincères, ils ne se rendent pas compte de qu'ils sont des vecteurs de violence. C'est drôle, hein, des gens comme Bernard Chacha, comme Jackie Mamou, qui me sont apparus sincères à l'époque et que j'ai compris plus tard être simplement bêtes, eh bien tout simplement je m'en suis détaché. Et j'ai refusé de travailler avec eux de la même façon que j'ai refusé de travailler avec de nombreuses autres personnes qui me l'ont proposé. Alors si vous voulez me le reprocher, si vous voulez me reprocher d'avoir connu ces personnes de l'intérieur, avoir compris comment fonctionnaient ces réseaux et tout simplement vous les avoir décrits derrière, encore une fois, comment est-ce que vous voulez ensuite avoir les esprits suffisamment armés pour vous émanciper? Voilà, encore une fois, je respecte les paroles critiques. Par contre, je ne peux pas passer ma vie à me justifier, à expliquer des choses qui sont déjà disponibles par ailleurs. Donc je respecte le fait que vous vous interrogiez à mon sujet. Aucune difficulté à cet égard, mais je tiens à vous rappeler une chose, encore une fois, la violence que je reçois de ma classe d'origine, parce que j'ai décidé de simplement considérer que des personnes qui manifestaient pour leurs droits n'étaient pas nécessairement des fascistes, des antisémites, et l'exclusion dont j'ai fait office, y compris dans les médias, contrairement à ce que vous pensez, et les insultes que j'ai reçues, y compris d'Hanouna et d'autres, mais de bien d'autres surtout, de gens qui se pensaient être de qualité, qui me disent être dangereux à la télé, à la radio, qui appellent à ne pas m'inviter, qui veulent m'écarter de tous les cercles de publications auxquels j'avais pu avoir accès auparavant. Encore une fois, c'est la meilleure démonstration que je peux donner. Et si j'arrive un jour à percer et à rompre de l'intérieur ce système-là, alors vous pourrez penser que je suis un infiltré, mais je vous demanderai de me juger sur un seul fait, la possibilité à faire avancer nos idées. Est-ce qu'à un moment j'ai trahi sur le fond? Est-ce qu'au lieu de vous attaquer à l'apparence sociale, vous avez travaillé à ce que je vous disais, à ce dont on parlait, du référendum révocatoire, sur la question de la presse, le RIC, les mandats impératifs? Est-ce que j'ai trahi un moment? Le seul point de tension que je comprends exister, c'est sur la question des européennes. On me reproche de considérer que pour moi, l'abstention au vote blanc était la meilleure façon de ne pas rentrer dans cette course de petits cheveux et dans les discours moralistes, les discours moralistes qu'on nous inflige. De dire tout simplement cette chose très simple. Si vous croyez encore que voter aux élections européennes permettra de faire avancer sur le fond notre cause, c'est que vous êtes encore en adhésion à un système, dans une croyance qui n'a rien de rationnel. Que ce soit parce que les élections européennes permettent d'élire des députés qui n'auront aucun pouvoir, pas même l'initiative législative. Que ce soit parce que vous voyez bien qu'on est en train d'instrumentaliser ces élections pour en faire un duel anti-Macron, pro-Macron, et dans lequel, dans tous les cas, ceux qui sont aujourd'hui aux manettes gagneront. Soit en faisant gagner le Front National et du coup en donnant l'impression qu'il y a un drame et qu'il faut absolument resserrer le camp républicain, etc., soit en permettant à Emmanuel Macron d'arriver premier. Si vous pensez que les partis politiques se présentent à cette élection pour autre chose que de construire une notabilité, c'est-à-dire financer des notables qui leur permettront d'obtenir des ressources pour 2022. Et donc, en 2022, vous mettre à nouveau dans une situation dans laquelle vous aurez à voter pour ceux qui parleront en votre nom.
sans pouvoir parler par vous-même. Si vous ne comprenez pas que la source de la mobilisation des Gilets jaunes, c'est la possibilité de parler par soi-même enfin, d'achever ce mouvement de démocratisation qui manque depuis si longtemps, qui a fait que depuis 1789, on n'a eu qu'un droit, celui de voter pour ceux, de choisir ceux qui parleront en notre nom, et qu'il est peut-être temps d'évoluer et d'avoir accès à cette parole directement. Si vous ne pensez pas que c'est cela l'essentiel de ce mouvement, je pense que nous sommes en désaccord sur la nature de ce mouvement. Et en effet, il faut que vous alliez voter. Et je vous encourage à aller voter dans ce cas-là. Mais moi, j'ai l'impression d'appartenir à ce peuple abstentionniste qui en a marre qu'on le force à dépendre d'autres personnes, politiquement parlant. Et c'est quelqu'un qui a cru en ce système très fort, qui a voté, qui s'est même présenté à des élections, qui vous le dit, tout simplement. Et je respecte beaucoup tous ceux qui ont une opinion différente. Je vous invite seulement une chose, à respecter la mienne. Natacha Polony est une grande journaliste, je pense. Quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect. Voilà. Vous avez un livre, c'est le plus important. Cet enfant-là est le plus important. J'en publierai un autre en octobre que j'écris ces 3 dernières années sur Wikileaks et sur Julian qui fait face à l'atrocité la plus absolue. Le 12 juin, il y aura la première audience de fond sur son extradition. On est allé avec Fly à Londres pour le défendre, pour rencontrer les équipes de Wikileaks qui ont pris la suite. Il y a ce petit projet Jupiter donc qui commence à naître. Et il y a peut-être par la suite un texte qui vous racontera de l'intérieur comment fonctionne cette très haute classe sociale. Plus intime, plus personnel, plus de l'ordre de l'écriture littéraire. Libre à vous de vous en saisir ou non. Et donc non, encore une fois, je ne suis pas franc-maçon, je ne suis pas le neveu d'Athalie, je ne suis pas sataniste, je ne suis pas pédocriminel. Je suis juste un jeune garçon qui a eu beaucoup de chance dans la vie et qui a décidé de la partager. Voilà, je vous embrasse à tous et j'espère que vous saisirez de ce que je vous ai donné pour continuer à vous mobiliser, que ce soit le 25 mai avec ce parcours que je propose ou plus tard.